J'ai acheté un lot de manettes HS sur le bon coin, ça m'a coûté 130 € livraison comprise. Dans le colis, j'ai 6 manettes, ce qui me revient à 21 € la manette HS. Ça fait assez cher, mais c'est des manettes orange et officielles Nintendo, donc si je les répare toutes, je peux me faire quelques sous, mais encore une fois, j'ai quelque chose d'autre en tête. Allez, on va commencer par essayer de comprendre pourquoi ces manettes ne fonctionnent pas. On va s'organiser avec des petites étiquettes, comme ça je vais pas me perdre dans mes tests. Et pour les tester, je vais utiliser la Wii qu'on a modée dans notre cours découverte du modding avec Banj. Ça sera plus simple pour tester les manettes grâce à une application Homebrew que j'ai installée sur la Wii. Elle s'appelle Visual Controller Test. Je vais brancher la première. Le joystick gauche fonctionne plus ou moins, c'est pas top. Par contre, tous les autres boutons et joystick droit fonctionnent très bien. C'est vraiment juste au niveau du joystick gauche qui est complètement défoncé. Ensuite, j'en ai profité pour tester rapidement les autres manettes et en fait, elles ont quasi toutes le même problème de joystick. Et le cas le plus critique que j'ai trouvé, c'est sur la numéro 6 où les deux joysticks là sont complètement défoncés. Donc je vais commencer par ouvrir cette manette. C'est un peu bizarre parce qu'on a des vis cruciformes et aussi tri-wing. Ça peut indiquer que quelqu'un a déjà ouvert la manette, donc on va regarder ça. Ici c'est plutôt clean, il n'y a pas trop de corrosion ou de grosses saletés. On va quand même enlever les joysticks et je vais passer un coup d'alcool IPA pour bien les nettoyer et enlever le plus de saleté possible qui peut traîner à l'intérieur. Une fois fait, j'ai testé une deuxième fois et ça fonctionne vraiment nickel. Donc si le problème est simplement un souci de saleté sur toutes nos manettes, j'ai envie de dire c'est presque trop facile. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est d'isoler toutes les pièces plastiques pour leur faire un bon bain et qu'elles soient comme neuves. Et concernant la carte mère, on va récupérer plusieurs choses. Déjà le bouton tactile Z, les deux boutons L et R des gâchettes, le moteur à courant continu et puis les deux potentiomètres linéaires. Je vais allumer mon fer à souder ainsi que ma petite station extracteur d'air portable. Et je commence par dessouder les deux câbles du moteur, le plus et le moins. Ensuite, on peut déclipser le support moteur, mais il ne va pas venir complètement. Pour ça, il faut dessouder les deux câbles des deux boutons L et R sur les extrémités. Voilà, ensuite je récupère le moteur et je mets ça de côté. Je vais dessouder les potentiomètres linéaires. Il y en a deux, un à gauche et à droite. Voilà, on dessoude le câble de la manette, pour ça je chauffe tous les pins en même temps, c'est pas forcément évident. On dessoude le bouton Z, on vient écarter les potentiomètres du joystick, et puis on les dessoude pour les récupérer. Et pour ce qui est du reste, on n'en a plus besoin. Si vous êtes un bon vieux joueur de GameCube, que vous aimez la scène compétitive et que ça vous arrive de traîner dans des forums très niches, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur ce projet open source FOB. Concrètement, ce sont des plans gratuits qui vont nous permettre de redonner un second souffle de plusieurs années aux manettes qu'on est en train de bidouiller et de faire x4 sur une revente au passage. On a ici une FOB, elle va remplacer la carte de base tout en réutilisant les composants qu'on a déjà récupérés et en mêlant ça avec un peu d'impression 3D, ça nous permettra d'utiliser des capteurs à effet Hall au lieu des potentiomètres de base qui s'usent avec le temps, et tout ça via un Raspberry 2040 programmable facilement. Pour se procurer une FOB pas trop chère, soit on peut les acheter déjà faites sur un site mais basé aux US, ou sinon on peut passer directement via un fabricant. Moi c'est ce que j'ai fait avec JLC PCB car je passe souvent par chez eux. Je vous montre rapidement le tuto, comme ça vous savez comment faire si besoin. Première étape, on va récupérer les plans de la FOB sur le GitHub officiel, je vous laisserai le lien en description. C'est ce dossier là, FOB GameCube-JLC PCB-Fab. On clique dessus pour le télécharger. Ensuite, direction JLC PCB. On va cliquer sur ajouter un fichier Gerber. On va sélectionner notre gerber.zip qui est dans le dossier qu'on a téléchargé juste avant. Une fois chargé, on a bien un aperçu de la FOB recto verso. On va maintenant sélectionner quelques options. La première section ici, on va laisser par défaut. Après, si vous voulez acheter plus de FOB, vous pouvez mettre ici une quantité supérieure. Ensuite, dans la deuxième section, c'est important ici de venir sélectionner deux designs différents. On le voit pas très bien ici, mais sur notre carte FOB, on a deux circuits différents. On a la carte mère
et ensuite un deuxième circuit pour le joystick C qui n'est pas directement relié à la carte mère, c'est pour ça qu'il faut spécifier ici deux designs différents. Ensuite, on peut éventuellement changer de couleur et juste en dessous, la surface de finition. C'est important ici de choisir ce type de surface nickel or. Ça nous permettra quand même d'avoir un meilleur état de surface étant donné qu'il y a pas mal de surfaces exposées qu'on va venir pas mal solliciter avec nos boutons. Juste en dessous, on va laisser par défaut et on va activer l'assemblage si on souhaite faire l'assemblage via JLC PCB. Pareil ici, on laisse par défaut. On peut éventuellement mettre Yes ici pour une confirmation supplémentaire sur le placement des différentes pièces. Et ensuite, on peut cliquer sur Next. On a un aperçu, on clique sur Next. On va venir choisir notre fichier BOM qui est dans le dossier qu'on a téléchargé et qui correspond à la liste des composants que JLC va pouvoir assembler. Et pareil pour le CPL qui est la position des différents composants. On clique sur Process BOM and CPL. On se retrouve avec la liste des composants. Donc ici, tout est en stock, c'est nickel. On clique sur Next. Voilà, ensuite, on a juste à commander. Ça nous fait un total de 155 € pour 5 cartes assemblées. Ça peut valoir le coup dans le futur de faire l'assemblage nous-mêmes et en achetant les composants peut-être à un autre endroit. Après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, je pense que même à ce prix, ça reste assez rentable. Les pièces reçues, on va les détacher. On récupère le programme sur le GitHub officiel et tout en appuyant sur ce bouton de la fob, on va la connecter à un PC. On déplace le programme dans la fenêtre qui s'est ouverte et la fenêtre va se fermer automatiquement. Concernant le bouton Z tactile qu'on a récupéré, puisque c'est très peu cher de le changer, ici je vais le faire, comme ça il sera comme neuf. Je commence toujours par souder une première patte, de vérifier qu'il est bien aligné et on soude le reste. Et on n'oublie pas de recouper derrière bien à plat pour pas que ça gêne au remontage. On ajoute les potentiomètres linéaires qu'on a récupérés. Et pareil, on va les souder. Voilà, ensuite je coupe du fil par morceau de 38 mm pour venir assembler la deuxième partie du circuit, ainsi que les boutons L et R que j'ai remplacés, mais on aurait très bien pu utiliser les anciens. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant, on va maintenant s'occuper des joysticks qui utilisaient donc des potentiomètres et on va les remplacer par des capteurs à effet Hall qui fonctionnent avec des aimants qu'on va faire pivoter juste au-dessus. Ces aimants par contre, il ne faut pas les choisir au hasard, c'est pourquoi on a une liste de suggestions sur le GitHub, mais je trouve que ça reste assez cher, donc j'ai fait mon enquête pour en trouver des similaires sur AliExpress, mais je suis pas sûr si ça va marcher. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de sortir l'imprimante 3D car on va imprimer quelques pièces. Je remercie Bamboo Lab de sponsoriser et soutenir ce projet. Là, je vais utiliser ce petit modèle qu'on peut facilement poser sur un bureau. C'est la Bamboo Lab A1 Mini. Elle va nous être très utile car on n'a pas besoin d'imprimer de grosses pièces. En plus, elle gère très bien les hautes vitesses, donc ça va aller assez vite. Et elle se calibre toute seule, ce qui évite de passer du temps sur ce point. Depuis Bamboo Studio, on va placer nos supports pour les aimants avec une hauteur de couche en 0,12 pour avoir une bonne qualité et on active le nivellement et la calibration dynamique car c'est un nouveau filament et grâce à la caméra embarquée, on peut aussi faire des timelapses mais la qualité est vraiment pas ouf, du coup moi je l'utilise surtout pour vérifier que l'impression se passe bien à distance. 10 minutes plus tard, je reçois une notif, l'impression est terminée, on va pouvoir récupérer nos pièces. L'idée ensuite, c'est de mettre des aimants dans ces petits supports imprimés. Par contre, via les fichiers fournis par le GitHub, on ne peut pas les mettre à l'horizontale et c'est vraiment important pour que ça fonctionne. Donc sur Fusion 360, j'ai repris le STL pour reprendre la forme de base et puis créer mon propre support pour avoir les aimants à l'horizontale. On imprime cette deuxième version et on commence par les positionner sur un des côtés du joystick. On va mettre un peu de colle forte à l'intérieur. Et on va venir insérer notre aimant. Je vais bien appuyer fortement dessus pour que ça soit bien collé au fond. Et enfin, on a bien notre aimant qui va venir pivoter juste au-dessus du capteur effet Hall. Et on reproduit cette manip pour avoir 2 aimants par joystick. Pendant que ça sèche, j'en profite pour faire un peu de nettoyage. Et une fois sec, on insère le joystick. On veille bien à bien appuyer. Et puis, il ne nous reste plus qu'à souder les pattes. Ça y est, notre premier joystick est prêt. J'ai fait la même chose pour le deuxième. Prochaine étape, on va venir souder le câble manette. Je commence par souder les pins aux extrémités. Je vérifie que c'est bien à plat. Et enfin, je peux compléter mes autres soudures.
Je vous l'ai pas encore montré, mais voilà mon atelier pour l'instant. Je suis encore un peu en train de déménager. En tout cas, mes imprimantes, elles, sont prêtes à être utilisées. Et pour la suite du projet, on va utiliser la X1 Carbone qui va nous permettre d'imprimer des filaments un peu plus techniques, notamment ce PLA renforcé en fibre de carbone. Et l'idée, c'est de reproduire cette pièce que j'ai directement trouvée sur ce site qui référence très bien les modes à faire sur une manette GameCube. Donc là, pas besoin de modéliser, j'ai juste à envoyer le fichier à l'imprimante. Et avec ce type de filament, l'imprimante me conseille de rester la porte ouverte. Sur les filaments techniques comme celui-ci, il faut bien veiller à mettre de la colle sur le plateau, sinon la première couche ne fonctionne pas. Et là, on peut d'ailleurs faire remonter l'information sur les défauts d'impression, ça c'est top. Voilà, après avoir mis un peu de colle, ça fonctionne toujours nickel. Et franchement, là niveau qualité, c'est vraiment top pour un filament technique. On retire les supports. Ensuite, pour l'assembler, il faut normalement utiliser des inserts M1.6, mais c'est très dur à trouver cette taille en Europe, du coup j'ai agrandi les trous pour avoir des inserts M2, que j'avais en plus en stock, donc on va les ajouter avec un fer à souder. On positionne nos boutons L et R à l'intérieur, il faut que ça soit bien plat, donc ne pas hésiter à limer si besoin. On va venir positionner notre support moteur. On fait attention à ne pas coincer les câbles et on va visser avec des vis M2 par 6 mm. Là, j'ai utilisé des mauvaises vis, vous allez le voir juste après. On assemble notre moteur. Je viens couper et dénuder les câbles pour avoir une longueur plus courte. Et on va souder ça sur le plus et le moins. Notre fob est maintenant terminé, on a toutes les pièces d'assemblée. J'ai enchaîné de mon côté par ouvrir toutes les autres manettes pour récupérer toutes les autres parties plastiques pour faire un seul bain. Je vous passe cette étape de nettoyage pas très passionnante. On passe direct sur le remontage. Quand j'ai acheté les aimants sur AliExpress, je suis tombé sur ces boutons noirs, donc je me suis dit ça pourrait être cool d'essayer cette couleur. On ajoute les joysticks. On n'oublie pas de mettre les pads en caoutchouc. On positionne la fob par-dessus. Ensuite, on peut venir mettre le joystick C à son emplacement. On ajoute le bouton Z et on n'oublie pas de bien positionner le câble autour du petit plot. On referme la coque inférieure et là ça doit vraiment pas forcer. Moi ici ça rentre pas complètement, c'est à cause des vis que j'avais ajoutées. Donc je les ai retirées et je les ai remplacées par des vis à tête conique. Et j'ai aussi remis le bouton Z d'origine parce que le noir était un peu foireux. Cette fois ça rentre nickel, je remets quelques vis. Et puis je me suis rendu compte au niveau du joystick que c'était vraiment pas de bonne qualité aussi. Donc j'ai remis le joystick d'origine et là c'est bien mieux. On passe maintenant à la dernière étape, la calibration. On va faire ça sur la Wii, sur une application Homebrew qui s'appelle SmashScope. Dans le menu, on va cliquer sur contrôleur test et là on peut voir que les joysticks ne fonctionnent pas, c'est tout à fait normal. Il faut commencer par désactiver le safe mode avec cette combinaison de touches et ensuite on va calibrer le joystick de gauche avec cette combinaison. Il faut maintenant reproduire la position du joystick C en bas à droite avec notre joystick gauche gris et appuyer sur A à chaque fois qu'on a la bonne position. Et on fait ça pour toutes les étapes. Et ensuite, on obtient enfin un joystick qui fonctionne. Ensuite, on peut affiner les valeurs avec le bouton X et Y et en validant en appuyant sur A, en essayant d'avoir des valeurs similaires. Et ensuite, on fait la même chose, mais avec le joystick droit. C'est exactement le même processus, sauf que c'est le joystick de gauche qui nous sert de guide. Et ensuite, notre manette est parfaitement calibrée. C'est nickel. Enfin, pour terminer, il ne reste plus qu'à tester notre manette en jeu. Là, j'ai lancé Smash Melee et franchement, ça répond super bien, les joysticks sont précis, c'est que du bonheur. Si on fait un point de dépense pour ce projet, pour une manette achetée HS, ça nous revient donc à un total de 59 € pour obtenir une manette complètement restaurée.
avec la fob à l'intérieur, etc. J'ai volontairement mis une ligne autre réparation à 5 € si on a une manette vraiment complètement défoncée, mais ce total peut vraiment être diminué. Maintenant, sur les perspectives de vente, si on fait un tour sur Etsy, on peut voir que les manettes fob se vendent globalement entre 90 et 160 €. Ça dépend des types de manettes et aussi s'il y a d'autres modifications. Mais globalement, pour ce vendeur, ça se passe plutôt bien. On voit qu'il a 716 ventes au total. Donc il ne vend pas que des fobs, j'imagine, mais on peut voir qu'il a des manettes custom qui vont jusqu'à 300 € et ça se vend plutôt bien. Dans notre cas, pour une manette Orange officielle, ça se vend aux alentours des 150 € avec les boutons noirs en plus qui coûtent aussi pas très cher. Donc on peut imaginer une revente, on va dire, à 130 €. Ça nous fait un gain d'environ 71 €, sachant que ce gain-là, on peut largement l'augmenter, on va dire, vers les 90 €, ce qui nous fera un total entre 500 et 600 € de gain pour les 6 manettes qu'on a achetées. Évidemment, les valeurs que je vous partage là, c'est des ordres de grandeur à ne pas prendre à la lettre. Quand on démarre une boutique Etsy, c'est pas forcément très simple. Il faut communiquer un minimum, montrer qu'on est un vendeur sérieux et ça peut prendre un peu de temps. En tout cas, moi je vais pas forcément prendre le créneau parce que j'ai déjà la création de contenu et plein d'autres choses de côté. Et les manettes fob du coup que j'ai construites, c'est principalement pour moi, pour les copains quand ils viennent à la maison vu qu'on joue pas mal à Smash. Mais franchement, si je reviens en arrière et que j'ai entre 16 et 23 ans, ça peut être un super side business pour se faire quelques sous l'été via une passion qu'on a. Il y a quand même pas mal de sous à se faire, je pense. Donc n'hésitez pas à jeter un œil pour ceux qui sont curieux là-dedans. Et n'hésitez pas aussi à regarder le cours qu'on a fait avec Bange sur la découverte du modding, qui est justement un point d'entrée dans cet univers de la modification de consoles. Aussi, j'ai pas forcément compté le matériel qu'il faut pour ce projet, donc soit une imprimante 3D, le fer à souder, etc. Volontairement, je le mets pas dans le calcul parce que c'est du matos qu'on va réutiliser pour plein de projets. Donc pour moi, c'est un investissement de base qui n'est pas vraiment à prendre en compte si l'intention de faire plein d'autres choses avec. Voilà. Je remercie Bamboo Lab d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est vraiment une marque que je recommande, je les utilise depuis plusieurs années. On obtient vraiment des pièces de qualité sur des temps d'impression courts et elles sont aussi géniales pour débuter. Je vous laisserai un lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Au cours de ce projet, j'en ai profité pour imprimer cette pièce qui va me permettre de déporter la bobine et gagner de la place sur le bureau. Comme ça, on sera nickel pour la suite. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes et une super année 2025. Ciao!